Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Avec Émilie, nous vous donnons rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités au parcours inspirant. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'accueille une habituée du podcast. Elle est ici, chez elle. C'est bien sûr Audrey, connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Family Globe Exchange. Dans les épisodes 82 et 88, Audrey avait partagé avec nous les dessous des préparatifs d'un voyage en famille de 7 mois. Je vous invite grandement à les écouter si ce n'est pas encore fait, pour vous imprégner du projet de cette famille. Je vous refais rapidement les présentations. Nous avons donc Audrey et Fabien. Ils sont tous les deux profs de sport et ils ont décidé de faire découvrir le monde à leurs enfants. Audrey et Fabien sont les parents de Hugo, Raphaël, Camille et Valentin. Au retour d'un premier grand voyage d'1 an en 2017, Audrey est enceinte. Les 3 enfants font alors promettre à leurs parents de repartir pour une grande aventure avec leurs petits frères ou petites sœurs à venir. Ce projet a germé et grandi au sein de la famille pendant presque 5 ans. En février 2022, c'est enfin l'heure du grand départ pour 7 mois d'une aventure familiale incroyable, à 6. Nous avons enregistré cet épisode le 12 septembre, environ 2 semaines après leur retour en France. Et j'avais tellement de questions pour Audrey que nous avons finalement enregistré 2 épisodes. Dans cette première partie, Audrey revient sur leurs 7 mois de voyage, pays par pays. Les coups de cœur, les plus, les moins. C'est la première fois depuis leur retour qu'elle a le temps de se replonger dans ses souvenirs. C'est si proche et si lointain à la fois. Embarquement immédiat pour le Mexique. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Audrey. Bonjour Flo. Je suis vraiment super contente de pouvoir te parler aujourd'hui. On a essayé de caler une fois ou deux un rendez-vous pendant le voyage, mais c'est vrai que ça n'a été pas facile de trouver un moment où vous aviez un petit peu de temps et de la connexion Internet qui calait moi aussi avec mes dispos. Donc du coup, on a échangé plusieurs fois pendant le séjour, mais sans vraiment trouver de moment pour enregistrer. Mais c'est pas grave. De toute façon, tu as partagé beaucoup de ton séjour et je suis sûre que pas mal de nos auditeurs t'ont suivi. On va revenir sur ce magnifique voyage que vous avez fait tous les 6 en Amérique. La dernière fois, on s'était quitté 1 mois avant le départ. Vous étiez en train de terminer un peu les préparatifs. Vous aviez déjà une bonne idée. Je pense que tu avais déjà pas mal préparé ce que tu allais mettre dans les sacs. Il y avait déjà des piles de vêtements qui étaient mises de côté. Le grand ménage de la maison avait commencé. Et tu t'en souviens un peu? Oui, ça me paraît si loin, tout ça. Ouais, c'est vrai que vous avez vécu une aventure folle depuis. Vous avez eu des petites péripéties à peine. Enfin, le voyage n'était pas encore commencé que le Covid s'est invité chez vous. Petits problèmes de train annulés au dernier moment, des choses comme ça, histoire de vous mettre bien dans l'ambiance. Voilà, c'est ça, dans l'ambiance. Est-ce que tu peux nous raconter du coup un peu ce début de voyage? Donc, sachant que votre première destination, donc, c'était le Mexique. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Alors, en plus, on est avec 7 mois de décalage par rapport à ce que vous avez vécu. 7 mois, peut-être même 7 mois et demi, 8 mois, quoi. Donc voilà, on aura tes souvenirs. Et puis, vous êtes rentrés il n'y a pas tellement longtemps. Donc, c'est à la fois proche et lointain, quoi. C'est ça. Alors nous, on est partis le 2 février direction Cancun. Alors le 2, on a arrêté de nous travailler le 1er, donc on a fait un départ ultra rapide, puisque le 1er, on a pris notre train, quand on a retrouvé nos enfants qui étaient chez mes parents depuis quelques jours, entre guillemets, pour les protéger eux aussi du Covid, parce que nous, on a été Covidés, Fabien et moi. Donc, on ne voulait pas qu'ensuite on décale la maladie sur nos enfants en prévision du voyage. Donc, ils sont partis chez leurs grands-parents en étant négatifs. Ils le sont restés. Donc, ça, c'était la bonne nouvelle pour pouvoir partir. Et donc, on les a retrouvés sur le quai de la gare le 1er février après avoir dit au revoir à nos collègues. Et on prenait le train en fin de journée et notre avion le mercredi matin sur Paris. Donc, c'est pour ça qu'on est arrivé la veille. Donc, on partait avec ma filleule,
qui a commencé l'aventure avec nous. Le voyage s'est très très bien passé. On n'a pas eu de soucis majeurs, aussi bien à l'aéroport qu'en arrivant sur place. On a directement chopé notre voiture à Cancun et puis on a directement pris la route, même si on arrivait en fin de journée au Mexique. On ne voulait pas faire Cancun, c'est pas du tout une ville qui nous attirait, donc on est parti directement à 1h30 de Cancun, où on a passé la nuit et on arrivait à Tulum en fin de journée le lendemain. Et là, l'aventure commençait. Donc le Mexique, première destination, qui est une destination plutôt facile d'un point de vue, on va dire, administratif, puisque c'était le seul pays à l'époque où tout était facile et tout était ouvert. Donc, il n'y avait pas de passe sanitaire, il n'y avait même pas d'obligation d'être vacciné. Alors, nous, ce n'était pas le cas. On est tous vaccinés, hormis Valentin. Mais c'était une destination où on a rencontré énormément de Français, puisque c'était la seule destination ouverte et on tombait pendant les vacances scolaires. Donc, à notre grande surprise, on est arrivé au Mexique, mais on s'est retrouvé en France, tellement il y avait de monde et de Français. Ah ouais, à ce point-là. Vraiment à ce point-là. C'était impressionnant. Alors, dans les grosses villes, après, nous, on a vite changé. On a fait un itinéraire qui était un petit peu, qui sortait des sentiers battus, on va dire. Mais dans les grosses villes, on retrouvait énormément de Français. Ouais. Et du coup, donc, vous avez passé 2 semaines à Sète avec ta filleule, qui est aussi grande. Hein, elle a l'âge de ton aîné ou Ouais, elle avait 16 ans au moment de notre voyage. Et donc, oui, on partait avec 7, mais avec 5 enfants pour le coup, mais une ado hyper responsable, une jeune fille extraordinaire. Donc, ça n'a pas du tout été un poids pour la famille, bien au contraire, ça a été un magnifique début d'aventure de vivre ça avec elle. On n'a pas souvent de moments comme ça où on peut embarquer avec nous les gens qui nous sont si chers. D'autant plus quand c'est pas des liens familiaux. Ma filleule, c'est la fille de ma meilleure amie. Donc, on n'a pas de lien de sang. Donc, je ne suis pas sa tante, etc. C'est vraiment... je la considère comme ma fille aujourd'hui, hein, clairement. Et donc, du coup, de vivre ça avec elle, c'était un magnifique départ, quoi. Ouais. Mais c'est vrai ce que tu dis. Hein, c'est pas souvent qu'on a la chance de pouvoir faire ça. C'était un superbe début que tu avais déjà pas mal organisé, du fait que vous étiez 7. C'était un peu organisé comme si vous partiez 15 jours en vacances, tu crois, c'était Exactement. pas mal calé. Pour le coup, si tu ne peux pas t'imaginer comment ça m'a fait du bien, en fait. Alors moi, je ne suis pas du tout la nana qui organise d'habitude. C'était vraiment une première pour moi de se dire, on commence avec 18 jours où tout est entre guillemets millimétré. Je parle des logements. Hein. Oui. Je ne savais pas du tout ce qu'on allait faire, mais je savais très bien où on allait dormir pendant les 18 jours. Et en fait, au niveau de la charge mentale, sur ce début de voyage, en fait, ça m'a permis de complètement me mettre directement en immersion dans ce voyage, de profiter d'eux. Et je trouvais que c'était un très, très bon choix. En fait, je ne l'ai pas du tout regretté, celui-ci. Ouais, ça m'étonne pas parce que c'est vrai que dans mon souvenir, ce dernier mois de préparation et peut-être même un peu avant parce que vous avez commencé déjà à vider la maison et tout ça, c'était assez intense quoi, la fin des préparatifs. Et en fait, vous aviez besoin de vacances, ni plus ni moins. Donc, on est arrivé, mais comme beaucoup, hein, tous ceux qu'on a rencontrés pendant le voyage nous l'ont dit, on est arrivé complètement crevés. En fait, on vit 2 vies en une les derniers mois de préparatifs, c'est-à-dire qu'il y a le quotidien avec les enfants, le travail, etc. Et il y a toute l'organisation et la gestion du voyage. Alors d'autant plus quand soit on vend sa maison, quand il y a un déménagement ou qu'on la loue comme nous. Effectivement, les gens qui gardent leur maison et qu'il n'y a personne dedans pendant tout ce temps, ils n'ont pas toute cette logistique de maison à traiter. Mais pour le coup, nous... on est parti, il était temps de partir, quoi, parce que sinon, je pense qu'on avait réellement pété un plomb par la fatigue. Et puis forcément, le Covid est arrivé aussi par là, donc on a eu ce truc qui nous est tombé dessus avec énormément de fatigue. C'était essentiellement ça nos symptômes, qu'on était des loques. Et on ne pouvait pas être des loques parce que du coup, on avait tout à faire. Donc c'était vraiment très compliqué le départ. Donc ces 18 jours nous ont fait un bien fou pour et nous retrouver et nous ressourcer et amorcer le voyage de la meilleure des façons et se dire, bon, ça y est, c'est bon, on est parti, quoi. Ouais.
Ah ouais. Et donc alors après, qu'est-ce que tu gardes? Donc après ça, il vous restait encore 1 mois et demi au Mexique à peu près, parce que vous avez fait 2 mois. Exactement. Qu'est-ce que tu retiens du Mexique? Alors, ça, c'est un pays, on nous l'avait dit, hein, donc déjà, on ne mesure pas, tant qu'on est dans le pays, l'immensité de celui-ci. Mm. Le Mexique, c'est dingue, la longueur des trajets, des routes, le temps, les distances pour aller d'un point A à un point B, bref. En fait, il y a plein de topés. Les topés, ce sont comme des dos d'âne qu'il y a au milieu des routes, mais ils en mettent tous les 20 mètres. Donc, du coup, on ne roule pas. On ne peut pas rouler à plus de 30 ou 40 km/h. Donc, les distances sont d'une extrême longueur. Donc, ça nous a fait repenser énormément notre voyage quand on a quitté en fait la région du Yucatan. Après, on est parti dans le Chiapas. Quand on a remis Amy à l'aéroport, nous, on prenait, pour Paris, nous, on prenait aussi un vol pour aller sur Tuxtla. Tuxtla, c'est dans la région du Chiapas, pour ensuite aller vers San Cristobal de las Casas. Et en fait, on arrive là-bas et en fait, on n'a pas de véhicule et on se rend compte qu'on ne pourra rien faire sans véhicule, mais qu'on est dans une situation très conflictuelle puisqu'il y a encore des forces armées en présence et donc du coup on ne peut pas aller partout. Et c'était assez virulent à ce moment-là. Il y avait eu beaucoup d'arrêts de voitures avec des touristes, etc. Donc on nous déconseille d'avoir une voiture. On écoute plutôt les locaux. Donc on utilise pas mal les transports en commun ou les minivans où on est plusieurs. Donc, on décide de rayonner un peu en prenant ce mode de transport, mais qui nous coûte une fortune puisque nous sommes 6. Mm. Donc, du coup, on fait cette région-là pendant une dizaine de jours. On revient ensuite sur Palenque. Et là, de Palenque, normalement, on devait aller sur Oaxaca, qui est sur la côte pacifique. Et là, en fait, on change nos plans parce que nous en avons pour 36 heures de bus. 36 heures de bus avec justement ces conflits armés. À tout moment, on peut être dépouillé dans les bus, etc. Donc, on ne veut pas prendre de risques avec les enfants. On en parle énormément avec les voyageurs sur place, surtout ceux qui sont en camping-car. Et ils nous disent, effectivement, cette région-là, en fait, à Oaxaca, ça ne craint pas du tout, mais c'est de Palenque à Oaxaca, cette route-là qui est en fait une route tenue par l'armée ou par les forces contre l'armée, ça dépend des routes, du coup, qui est très dangereuse. Donc, on décide de changer nos plans et de ne plus faire cette côte pacifique et de monter directement sur Mexico, de rayonner sur Mexico pendant une dizaine de jours, d'avoir ce temps-là pour louer une voiture et de partir 1 mois rayonner dans le nord du Mexique. Okay. Et là, en fait, on a fait un super choix parce que c'est vraiment un Mexique authentique où personne ne va, il n'y avait personne en tourisme. La voiture nous a permis de découvrir des tout petits villages. Ça a été 1 mois incroyable, alors avec des événements aussi importants et majeurs qu'on a vécu et que je souhaite à personne, comme la fusillade où on a été témoin, qui ont été un réel choc pendant ce voyage, surtout pour moi. Mais hormis ça, et je n'ai pas envie que les gens se souviennent du Mexique comme un pays dangereux, c'est un pays où les gens sont d'une générosité incroyable, où les gens sont d'une gentillesse inouïe. Et en fait, on était juste au mauvais endroit, au mauvais moment, mais comme ça pourrait arriver partout, et en France, et dans le monde, quoi. C'est pas lié au Mexique, en proprement parler. Aujourd'hui, les tensions, elles sont vraiment sur la zone dont je t'ai parlé juste avant, et on sait et on conseille à tous les touristes de ne pas y aller, donc on n'y est pas allé. Mais on ne pouvait pas imaginer qu'il y allait avoir un conflit entre gangs par rapport à la drogue et qu'on allait être dedans, quoi. Oui, ouais, là, c'était vraiment la faute à pas de chance, quoi, parce que vous étiez dans votre hôtel, qui est dans un quartier qui était très bien. Et, ouais. Donc, ouais. Ouais. Et après ça, vous avez quand même continué votre route, évidemment. Oui. Mais je veux dire, en termes d'activité, d'image, je sais pas, qu'est-ce que vous avez préféré? Parce qu'au début du voyage, vous faisiez dans le Yucatan, vous êtes beaucoup baigné dans les cénotes. Enfin, je dis vous, peut-être pas trop toi. Effectivement, c'est ce qui est revenu beaucoup en me disant, mais tu te baignes jamais. Alors en fait,
je vais casser le mythe du truc. Je suis hyper frileuse. Ça, j'adore l'eau, hein, pourtant, mais j'ai très, très froid. Et les cénotes, faut pas se leurrer, elles sont pas à 30, hein, clairement. Ouais. Donc, elles sont parfois à 17, 18, ce qui est beaucoup trop froid pour moi. Parfois à 22, 23, mais c'est toujours trop froid pour moi. Donc voilà, j'en ai fait quelques-unes quand elles étaient découvertes, c'est-à-dire que c'était une cénote ouverte comme un peu un lac, où là, le soleil permet de la réchauffer, et donc du coup, là, j'ai pu y aller. Mais toutes les cénotes dans les grottes, elles sont congelées, quoi. Et on peut dire aussi que je ne suis pas non plus hyper à l'aise quand je ne vois pas le fond ou quand c'est justement dans une grotte et j'imagine plein d'insectes ou plein d'animaux dans l'eau. Donc voilà. Mais c'est vrai que les enfants, Fabien, se sont éclatés dans les cénotes. Aujourd'hui, ce qui reste du Mexique pour la famille, c'est vraiment les cénotes dans le Yucatan. Ah oui. Même pour moi, je trouve que c'est quelque chose que je n'ai jamais vu autre part. C'est d'une beauté incroyable. Et après, le reste des paysages, c'est aussi toutes ces pyramides, quoi. Je veux dire, les pyramides Incas, c'est quand même incroyable. On n'en voit pas tous les coins de rue. Donc ça, Teotihuacan, Chichen Itza, Tuzlan, même Palenque, ce sont des sites mayas, incas, qui sont quand même d'une force dingue. Et au-delà de ça, c'est aussi toute la nature, c'est-à-dire qu'on a vu énormément de cascades, on a vu énormément de bassins naturels, de petits villages super mignons. Non, le Mexique, c'est quelque chose encore d'hyper authentique qui est vraiment à découvrir, j'ai envie de dire, en dehors de la région du Yucatan. Donc, le Yucatan, il faut le faire, mais tout le monde va là, en fait. Et le Mexique n'est pas représentatif du Yucatan. Le Yucatan, pour moi, c'est un mini-Europe dans le Mexique, quoi. C'est-à-dire qu'on va avoir toutes les nationalités qui viennent ici. Et forcément, si elles y viennent, c'est qu'il y a un intérêt. Et on a trouvé ça très chouette, nous aussi. Mais ce n'est pas que ça. Ouais. Et je pense réellement qu'il ne faut pas avoir peur de s'aventurer autre part. Quand on a eu la fusillade, tous les gens nous ont dit « mais vous n'allez quand même pas rester dans ce pays-là ». Je suis un peu d'une nature teigneuse et je ne lâche pas, en fait. Je ne voulais pas qu'il nous restait qu'un jour que le Mexique s'arrête à cause de ça. Le pays, il avait encore tellement à offrir qu'on ne pouvait pas l'arrêter pour cette expérience, ce traumatisme qu'on avait vécu. Et on a vraiment bien fait parce que les 15 derniers jours au Mexique ont été extraordinaire, quoi. Non, faut y aller. Il faut vraiment y aller et se rendre compte que il offre une telle variété que tout le monde peut s'y retrouver, quoi. Ouais, c'est ce que j'entends. Enfin, c'est vrai, moi j'ai suivi votre voyage sur Insta, mais au début, moi le Mexique, a priori, c'est pas forcément un pays qui m'attire pour ces raisons un petit peu de dangerosité. Et au final, t'as raison, c'est un peu bête de s'arrêter à ça parce que ça ne concerne qu'une petite partie du pays. Et c'est un pays avec une histoire multimillénaire incroyable, des paysages de fou, une culture qui lui est propre et qui est fantastique. Donc c'est vrai que il y a un peu tous les ingrédients, quoi, pour un voyage inoubliable, fantastique. C'est ça. Et puis, comme partout, parce que tout le monde nous dit oui, vous avez aussi le vol. Mais le vol, en fait, on peut se faire voler aussi partout dans des grandes villes, hein. Le Mexique, il est tellement immense, ce pays, que forcément, quand on est à Mexico et qu'on se fait voler notre sac, on se laisserait fait voler à New York, de la même manière, ou à Paris, ou dans toutes les grosses villes et toutes les grosses capitales du monde. Alors, je sais bien que c'est pas le cas partout, mais le vol peut arriver n'importe où, n'importe quand. Ouais, c'est déjà arrivé à beaucoup de voyageurs, hein. Moi, ça m'est arrivé. Alors, pas à moi personnellement, mais j'étais avec mes parents. C'est mon père qui s'est fait voler ses papiers, son portefeuille dans la poche de son short. On était à Lisbonne. Oui, comme tu dis, ça arrive dans les grosses villes, en fait, dans toutes les grosses villes du monde. Bien sûr, faut pas connoter tout ça avec le Mexique, parce que nous, ces deux événements-là, importants, c'est vrai, sont arrivés dans le même pays. Donc, les gens qui nous ont suivis sur les réseaux, tu vois, ils peuvent faire un amalgame de se dire, c'est un pays dangereux, il ne faut pas y aller. Alors, même si on a vraiment dit que ce n'était pas le cas, mais je pense que c'est important de le redire parce que c'est un pays qui mérite vraiment qu'on le découvre. Ouais.
Et c'est un pays où il faut faire attention, comme partout en fait dans le monde, ni plus ni moins. Exactement. Ouais. Après ces 2 mois au Mexique, vous êtes envolé pour les États-Unis. Ouais. Si je me souviens bien, c'était un super souhait d'un de tes fils, non? De retourner aux États-Unis. Des enfants d'une manière générale, en fait. Ouais. Surtout Raphaël qui rêvait de retourner aux États-Unis. Mais en fait, pour les enfants, il y avait l'excitation de tout. C'est-à-dire qu'on venait de faire 2 mois de voyage. On retrouvait mes parents qui, eux, arrivaient aux États-Unis pour nous rejoindre pour faire le road trip de 3 semaines avec nous en camping-car. Donc, on avait chacun notre camping-car. Et on commençait une aventure en camping-car. Donc, forcément, c'était le combo gagnant pour les enfants. Ça reste aujourd'hui notre coup de cœur à tous, ces 3 semaines dans les grands parcs américains. On est tombé dans une super période aussi, c'est-à-dire que les États-Unis venaient juste de rouvrir leurs frontières, donc il y avait très très peu de tourisme. Certes, on tombait pendant 1 semaine des vacances des Américains, mais vu la grandeur des grands parcs, on s'en est vraiment pas rendu compte. Et ils étaient tellement contents d'accueillir de nouveau des étrangers, d'arriver, de découvrir, de revenir dans le pays, etc. Et comme toujours, la magie a opéré, quoi. Je veux dire, les grands parcs américains, c'est, je pense, ce qu'on a vu de plus beau aujourd'hui, après le salaire de Uyuni, dans notre vie. Alors, effectivement, il faut aimer les grands espaces, il faut aimer les randos, il faut aimer vivre quasiment en autonomie, c'est-à-dire ne pas rencontrer beaucoup de monde, etc. Je veux dire, les relations sociales dans les grands parcs, elle est inexistante. Hein. On va dire bonjour au caribou ou bonjour à notre voisin de Vannes, mais c'est tout. Je veux dire, il y a pas de, c'est pas du tout les mêmes relations qu'on aura eues dans les autres pays avec les locaux. Ça, c'est vrai. Mais malgré tout, je pense qu'à ce moment-là de notre voyage, vu qu'on retrouvait avec nos parents, on se suffisait à nous 8, quoi. Ouais. On n'avait pas besoin d'autres personnes. Et on en a pris plein les yeux, quoi. C'était incroyable. Je rêve aujourd'hui d'y retourner. Ouais, c'est vrai. On parlera des projets, des rêves, des rêves qui restent à réaliser ou à re-réaliser. Donc, une petite parenthèse enchantée. En camping-car, en plus, c'est vrai que vous êtes aussi assez adepte de la vie en camping-car. Donc, Et pour le coup, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on avait connu au préalable. Nous, on avait notre petit happy, déjà qu'on trouvait immense, parce que c'était un 6-couchages. Et on avait voyagé en France et en Europe sur des toutes petites routes, etc. On avait fait la Suisse et l'Italie, donc c'est quand même des pays où les routes sont quand même petites. On n'était pas parti dans les grands espaces au Canada, des choses comme ça. Et là, on arrive aux États-Unis avec un surclassement de camping-car. Donc, on se retrouve avec un monstre, carrément un camion. En France, on peut même pas le conduire quand il faudrait un permis. Donc là, Fabien se retrouve à la tête de ce truc qu'on a baptisé. Je cherche son prénom, comment on l'avait dit, je me souviens même plus. Je me souviens plus non plus. Non, mais c'est fou. Smile. Comme quoi, on oublie, quoi. Merci de m'avoir rappelé. Smile. Et du coup, Smile est immense. On a quasiment une chambre parentale avec toilettes séparées, salle de bain. Les enfants, ils ont leur couchage, plus 2 grands lits, des vrais lits. Quoi, c'est un truc de fou, un four, une gazinière, etc. Et on part sur ces routes hyper larges, avec rien à perte de vue, juste l'aventure, quoi. Ouais. Donc, se réveiller, se faire des couchers de soleil de folie, faire des barbecues, faire des feux de camp avec des chamallows, quoi. C'est tout ce que je rêvais avant de partir et c'est tout ce qu'on a réalisé. Alors après, notre rythme était assez intense quand même. Avec du recul, on aurait pu lever le pied. En fait, on a fait énormément de routes et pourtant, on avait vraiment diminué par rapport à ce qu'on avait voulu. On savait qu'on n'allait pas pouvoir tout faire, donc on avait fait des choix. Mais là encore, il faut prendre vraiment en considération que les distances sont complètement folles. On a déjà mis 6 heures à sortir de LA, juste sortir de LA 6 heures. C'est des trucs qu'on ne mesure pas tout chez nous.
Mais non, c'était vraiment chouette. Les enfants gardent des souvenirs. Camille, son meilleur souvenir, c'est le Grand Canyon, le coucher de soleil sur le Grand Canyon. Raphaël a été émerveillé par Las Vegas, qui est une ville extraordinaire, quoi. Même si moi, j'aurais pas cru tomber amoureuse de Las Vegas. Mais si, forcément, elle n'est pas indifférente, quoi. Ouais, je te rejoins là-dessus. Hein. Voilà, on y reste 2 jours, 3 jours, voilà, je ne pourrais pas y passer 15 jours, bien évidemment. Mais en 2 jours et 3 jours, c'est une ville dingue, quoi. Je veux dire, il y a une vibration, il y a une énergie, les gens, ils sont trop contents d'être tous là parce qu'on vit un truc de dingue dans une ville de dingue. Non, c'était vraiment chouette. Ouais. Et après, il a fallu dire au revoir à mes parents, parce qu'ils sont repartis. Nous, on a eu des soucis parce qu'on devait partir au Nicaragua. Et en fait, on était toujours dans un contexte Covid, ça ne faut pas l'oublier. On a quand même voyagé tout le temps dans un contexte Covid, hein, nous. Et donc, du coup, au Nicaragua, ils demandent, le ministère du Nicaragua, à ce qu'on envoie 72 heures en amont les résultats de nos tests PCR pour rentrer sur le sol du pays. Et sauf que du coup, nous n'avons pas eu les résultats à temps, puisqu'aux États-Unis, alors on fait un test, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on aura les résultats. Donc même si on l'avait vraiment anticipé, eh ben, on n'a pas eu les résultats et on les a eus le soir de notre avion normalement programmé pour le Nicaragua et ils étaient non renseignés. C'était la première fois qu'on voyait ça. C'est-à-dire qu'on a fait des tests aux États-Unis et on n'a pas eu les résultats. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas émettre si on avait oui ou non le Covid. Donc, on est resté coincé 1 semaine de plus à LA. On a refait d'autres tests qui se sont avérés, eux, négatifs. Mais ça a été assez compliqué et ça a changé complètement nos plans. On a perdu nos billets d'avion pour aller au Nicaragua. Et nous sommes partis directement vers l'Équateur, qui aurait été notre pays après le Nicaragua. Ouais, ok. Et donc l'Équateur... Alors, moi, je retiens personnellement beaucoup de pluie. Tu retiens bien. Est-ce que tu peux nous apporter un petit peu de lumière sur l'Équateur? Ouais, alors l'Équateur, le rêve qu'on avait, c'était d'aller au Galapagos. Donc, quand on s'est dit, on ne va pas au Nicaragua, on se dit, au moins, on fera les Galapagos. Et comme tu le sais, je n'ai pas beaucoup anticipé avant notre départ sur l'organisation du voyage, puisqu'on le faisait vraiment au coup par coup. Et je savais que ça allait être très cher, mais je ne m'étais pas renseignée vraiment en profondeur les tarifs pour y aller, aussi bien en billet d'avion qu'en frais d'admission sur place. Et en fait, ça a été la désillusion quand on était à LA, parce que 3 jours avant de partir là, pour réserver mon vol pour les Galapagos, je constate qu'on en a pour 5 000 €, juste de billets d'avion et de frais d'admission pour rentrer sur les îles. Quand je dis billets d'avion, c'est les billets d'avion une fois qu'on était arrivé en Équateur. C'était même pas notre vol LA-Quito. Okay. Parce que les vols sont hors de prix, parce qu'ils contingentent, parce que c'est 200 € par personne pour juste rentrer et qu'on a, nous, 5 adultes, puisque les enfants sont considérés comme adultes. Bref, donc on fait le choix très rapidement. Fabien fait le choix pour moi, puisque lui, il est beaucoup plus ancré et terre à terre que moi, qui était encore en train de trouver des plans pour essayer de dire mais si on va pouvoir réussir à le faire. Ouais. Et là, il me dit mais Audrey, c'est pas possible, on peut pas mettre 5 000 € juste d'admission entre guillemets, et après il faudra vivre sur place, etc. Oui, j'imagine que tout est très cher aussi sur place de toute façon. Oui, alors c'est très cher, mais pas inaccessible. C'est-à-dire que on aurait pu y aller, c'est pas plus cher, les logements, ils ne sont pas plus chers que nos logements qu'on a eus aux États-Unis, par exemple. Oui, ok. Et la bouffe, pareil. Mais ça ne rentrait pas dans notre budget du tout. Donc, on arrive un peu en Équateur en faisant un peu ce deuil des Galapagos, en se disant, c'est pas grave, c'est quand même un pays qui a l'air magnifique, j'ai eu plein de retours, etc. Et du coup, on décide quand même d'y rester plus longtemps puisqu'on n'est pas parti au Nicaragua. Donc, on devait y rester normalement qu'1 mois en Équateur et on va y rester 45 jours. Et après, on devait faire qu'1 mois de Colombie et on y reste 2 mois pour compenser le mois manquant du Nicaragua. Et malheureusement, l'Équateur se sera résumé à de la pluie. Tu l'as très bien résumé. Ouais. Mais on garde pas que ça. Je veux dire, on a vu des magnifiques, beaucoup sous la pluie, mais aussi on a eu du soleil de temps en temps, mais on a eu chaque jour de la pluie. Mais on a quand même eu des moments de beau.
C'est sans doute effectivement avec le recul le pays qui nous a moins plu dans ce voyage, parce que j'en suis convaincue, la météo n'était pas présente. C'est-à-dire que ça joue tellement, la météo, dans Ouais, c'est énorme. l'aventure. Et surtout sur du aussi long. C'est-à-dire que si on avait eu 5 jours de pluie sur 45 jours, bon, tu te dis, c'est pas très grave. Mais la 45 jours de pluie sur 45 jours de voyage, ça commence à peser sur le moral. Et c'est surtout qu'on n'a pas eu très chaud, en fait. On a toujours eu nos mantes, nos vestes, nos pulls. C'est un pays quand même avec des conditions assez précaires d'un point de vue hébergement. Quand je dis ça, c'est parce que dans nos hébergements de gamme de prix, c'était assez précaire. J'imagine qu'il y a des très beaux hôtels, mais nous, on n'y avait pas accès. On ne se permettait pas l'accès. Donc, voilà. Après, la plus belle expérience qu'on aura vécue et qui nous a marqué à vie, c'est notre séjour en Amazonie, où là, pour le coup, on n'a pas eu trop de pluie. On en a eu un peu, mais pas tant que ça. Et ça restera notre Koh-Lanta à nous, quoi. C'est-à-dire que les enfants et nous, c'est vraiment un moment hors du temps qu'on revivra sans doute jamais, mais qui a été complètement incroyable. D'être coupé du monde, d'avoir une déconnexion totale de tout, aussi bien pour les enfants, c'est-à-dire que, parce qu'il ne faut pas se leurrer, dans les transports, on a fait énormément de transports, les enfants, ils ont leur téléphone, ils ont leurs écrans, etc. On a des ados en plus. Ouais. Nous, avec Fabien, on était aussi très connectés. Moi, même si j'ai essayé de le faire le moins, de privilégier mon temps en famille, mais le soir, j'étais quand même très connectée sur les réseaux sociaux. Et bien là, ça a fait un bien fou parce que pendant 5 jours, on n'a pas touché un téléphone, pas un écran. On s'est retrouvés qu'à nous, dans des hamacs, à refaire le monde, à découvrir une nature incroyable, à avoir peur aussi des animaux qu'on a découverts. C'est ce que j'allais demander juste là, au moment où tu le dis, je me disais, est-ce qu'ils n'ont pas eu peur? Si, moi j'ai flippé. Je ne sais pas si les enfants ont eu peur, je ne pense pas. Mais moi je me souviendrai toujours de la balade nocturne où on nous dit, mettez vos bottes, ok, il fait nuit noire. Forcément, on pensait qu'ils allaient avoir des frontales. Aucune frontale, il n'y a que le guide qui a une frontale. Et moi, qui est derrière, qui a juste mon téléphone avec ma lumière pour éclairer le derrière. Mais moi, du coup, j'avais quasiment pas de luminosité. On a de l'eau quasiment jusqu'au haut des bottes. Et là, il nous dit, donc faites attention, vous ne touchez à rien. Il y a des tarentules, il y a des migales, il y a des crocodiles, des caïmans qui peuvent être partout. Il y a les fameuses fourmis qui, si ça te pique, tu es très mal. Les piranhas, eh ben, tout va bien, on avance là-dedans, mais j'étais tétanisée. J'étais là, bon, ben, on va peut-être rentrer, hein. Allez, on voit rien. Là, en plus, à ce moment-là, on n'avait vu aucun, on a marché pendant je ne sais pas combien de temps. On n'a rien vu à part des petits insectes, des machins, des trucs. Valentin, lui, incroyable, il s'était endormi dans le porte-bébé de Fabien. Donc, lui, il roupillait, Fabien l'avait sur le dos. Non, c'était un sketch. Et au final, en repartant, là, on voit les énormes araignées. En fait, on a tout vu à la fin de la visite. Mais les crocodiles, je me dis, mais crocodile, il était plus qu'à même pas 50 mètres. À tout moment, il aurait pu nager et venir où on était, quoi. Une horreur, quoi. Pour moi, c'était très compliqué ce moment. Mais en dehors de ça, quand on est sur le bateau, la pirogue, le machin, c'est génial de les voir loin, les animaux. Moi, je fais partie de la même équipe que toi. Les animaux, c'est très bien dans le champ de vision, mais pas pas, tu vois, à proximité immédiate. Immédiate, ouais. Je me souviens aussi, on a été pour aller dans la forêt, ils voulaient nous montrer toutes les herbes médicinales, voir les animaux vraiment dans le cœur de l'Amazonie. Et donc, on prend encore une pirogue, mais on est vraiment dans les arbres. Ce n'est pas sur les rios qui se tournent autour, etc. Et là, au moment où on donne un coup de pagaie, le croco qui est au niveau de la pagaie, quoi. Il nous dit, attention les mains à l'intérieur. Je dis, et après, j'étais flippée, je faisais que de regarder. Dès que les enfants redonnaient un coup de pagaie, mais que la main a dépassé un peu du bateau de la pirogue, je disais, non, on remet la main dans le pagaie, quoi. J'étais, je pense, plutôt anxiogène pour les enfants qui, eux, ne... Mais moi, ça m'a un peu paralysé, ce truc-là, quand même. Mais il n'y a pas de risque que le croco... Tant que le bateau ne chavire pas, tout va bien, c'est ce qu'il nous a expliqué. Si ça chavire, là, il n'a pas répondu à ma question. Il m'a laissé
dans mes peurs, j'étais là, pourvu qu'on ne chavire pas, pourvu qu'on ne chavire pas. C'est assez stable, les bateaux ou les pirogues ou Pas du tout. Nous avons à un moment failli chavirer quand on est resté coincé dans un tronc et qu'il a fallu faire la manœuvre pour sortir du tronc. Et là, ouais. Ils ont réussi, Fabien et le gars, les enfants et moi, on ne bougeait plus au milieu. J'étais en apnée totale. Ouais, j'imagine tétanisée. Tétanisée. On n'a pas chaviré. Mais quand on est arrivé sur la terre ferme, quel bonheur. Mais là, c'était de courte durée. Il me dit, surtout, vous ne sortez pas de mon espace. Vous restez les uns à côté derrière. Quand tu sais, il nous met un peu une pression pour qu'on fasse hyper gaffe. Les pieds dans aucune fourmilière. Donc, en fait, le départ, pour moi, j'ai suivi le truc en étant pas du tout connectée à ce que je vivais. Et puis, petit à petit, je me suis dit, Audrey, tu ne reviendras jamais là. Lâche prise. Il y en a tellement qui sont passés avant toi, qui ont fait l'expérience. Lui, il emmène tous les jours des touristes là-dedans. Ouais. Bon, vas-y. Et effectivement, il m'a fallu peut-être une demi-heure pour rentrer dedans, dans cette forêt. Puis après, c'était dingue. Ouais. Je suis toujours celle qui met plus de temps à rentrer. Sans doute que moi, j'ai tout dans ma tête, toutes les alertes qui se mettent en place. Après, on a été dans un espèce de Rio le soir avec la pagode, n'importe quoi, la petite pirogue. Et du coup, il nous dit, bon, là, il n'y a pas de crocodile, c'est sûr. Il n'y a pas de piranha, c'est sûr. Allez-y, vous pouvez aller nager et sauter. Donc, t'imagines bien que moi, c'était pas ça. Moi, j'allais nager. Mais là, tu prends sur toi en te disant, OK, tes enfants veulent le faire, ton petit garçon de 4 ans veut le faire. Bon, bah allez, on leur fait confiance et puis on y va. Enfin, ils y vont. Même Fabien, pour te dire, n'y est pas allé. Hein. C'est pour te dire. Et eux, tous les 4, ils se sont jetés à l'eau. Bon, ils sautaient, ils revenaient vite au bateau, ils sautaient, ils revenaient vite au bateau. Mais pour eux, ça reste un souvenir incroyable d'avoir nagé dans l'Amazonie. Ouais, écoute, tu m'as un petit peu spoilé une question que j'avais pour après. Je voulais te demander si tu devais retenir un seul moment magique et extraordinaire de ce voyage. Et j'avais mis, entre parenthèses pour moi, est-ce que ce serait les 4 jours en Amazonie ? Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, il y a ça. L'Amazonie, c'était quand même dingue. Et après, je pense quand même les grands parcs américains, ça reste... Enfin, moi aussi, j'ai été extrêmement émue en arrivant sur le Grand Canyon. Quoi. En plus, on arrivait au coucher de soleil. Donc, cette immensité, c'était fou. C'était fou. Donc, ouais, je mettrais les 2. Et en 3, je mettrais les relations magiques qu'on a rencontrées, toutes les rencontres qu'on a faites. Parce que, mine de rien, ça fait partie de la magie du voyage. On va en reparler après. On continue après l'Équateur, donc après cette flotte incroyable, mais aussi des moments extraordinaires et uniques. Vous avez mis le cap sur la Colombie. C'est ça. Et alors moi, de ces quelques semaines que vous avez passées en Colombie, j'ai noté là sur mon petit papier, j'ai l'impression que vous avez adoré ce pays. On a adoré. C'est notre coup de cœur du voyage. Parce que... alors moi, j'en étais persuadée. J'aurais pu te mettre une pièce avant le départ que ça allait être le pays où j'allais me sentir le mieux. C'était le pays que moi, je rêvais de faire. J'avais eu que des retours positifs. Les gens que j'avais suivis en tour du monde avaient été tous unanimes sur ce pays-là. Et pourtant, c'est un pays qui n'a pas trop bonne presse. Hein. C'est un pays qu'on pense très dangereux, etc. Parce que de notre point de vue d'Européens, c'est un pays gangréné par les cartels de la drogue. Tout le monde a regardé Narcos, j'ai l'impression. Et voilà, c'est ce qu'on en connaît, quoi. Et en fait, mais ce que tu dis, c'est extrêmement vrai. Quoi. C'est le pays qui a fait le plus peur aussi à nos familles quand on est parti avec le Mexique, parce que c'est l'image qu'il renvoie. Mais justement... moi, j'ai jamais écouté ces gens-là. En fait, avant cela, vu que tu dis pas, je vais partir en Colombie, tu sens pas les peurs des gens. Par contre, quand tu te renseignes et que tu suis des voyageurs qui ont voyagé en Colombie, tous les voyageurs qui ont fait la Colombie sont unanimes pour dire que ce pays il est incroyable. Donc là, nous, on arrive en Colombie aussi en pleine pandémie et avec très peu de tourisme. Et je crois que c'est ça aussi qui fait la magie. Au départ, on ne faisait que de se dire tous les voyageurs qui sont partis la même année que nous, ça va être compliqué ce voyage avec la pandémie, etc. Et en fait, je pense réellement que ça a été une chance incroyable de voyager en temps de pandémie. Parce qu'on se retrouvait dans des lieux seuls, parce qu'on avait les locaux que pour nous, qui étaient extrêmement
heureux et qu'on vienne découvrir leur pays. Donc, tu vois, ils étaient même dans l'approche en disant, mais merci de venir dans notre pays. Ah ouais. Merci de ne pas avoir peur. Et toutes ces relations ultra sincères ont fait que on a accroché. Ce pays, c'est le pays de la fête, le pays du sourire, le pays de la musique. Qu'est-ce qu'il est, quoi. Aujourd'hui, on me dit, tu veux vivre en Colombie? Mais je pense que j'irai vivre en Colombie, quoi. Ouais. C'est vraiment un pays où tu te sens bien, pourtant qui est à des années-lumière de ce qu'on peut connaître en France, mais qui reste... En fait, c'est un pays, j'ai l'impression qui a 50 ans, 60 ans de retard par rapport à nous dans les petits villages qu'on a fait. Ils se déplacent encore à cheval, ils sont tous en train de jouer aux cartes sur des tables à l'extérieur à prendre leur café. Enfin, c'est l'image de la France que j'avais dans les années 50, sans doute, où tout le monde est dehors, où les gens vont vers les autres, où on se regroupe pas dans les maisons. Là-bas, la maison, elle est vide. Les gens sont devant la maison. Ouais. Et qu'est-ce que ça fait du bien. C'est le pays coup de cœur, quoi. Puis on a passé 2 mois, on a pris vraiment le temps. On a fait des rencontres aussi incroyables. C'est le premier pays où on rencontrait des gens extraordinaires, des voyageurs extraordinaires. Donc ça aussi, ça joue, forcément. Ça a fait en sorte que ce pays, il est resté magique, quoi. Ouais. On reviendra après sur les rencontres avec les locaux et puis aussi avec les autres voyageurs. Et du coup, vous avez terminé par 1 mois au Brésil. Et alors moi, j'avais noté là, pays coup de cœur. Mais bon, tu m'as dit la Colombie, vraiment pays coup de cœur. Ouais. Donc, En fait, le Brésil, c'est la surprise du voyage. Comme je te le disais, autant la Colombie, j'en étais certaine, c'était sûr. Le Brésil, pour remettre dans le contexte, on y est allé sans aucune connaissance sur ce pays parce que c'était un des pays qu'on n'avait pas fait en Amérique du Sud. Donc, un peu un pays, tu vois, qu'on a checké, mais sans grande conviction. On l'a fait parce qu'on s'est dit, on ne connaît pas. Et on commence par Rio. Et voilà, je pense qu'on est tombé amoureux de Rio. Ah ouais, c'était magique. Et c'était magique. Ouais. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, quoi. On a fait 8 jours à Rio. Et je pense qu'on aurait pu faire 2 ans à Rio. En tout cas, moi, j'invite tous ceux qui ne te suivent pas encore sur Instagram à au moins aller voir tes stories à la une sur Rio. Moi, par procuration, moi, je suis aussi tombée amoureuse de cette ville. Je ne connais pas du tout le Brésil, hein, on n'est jamais allé. Et ça a l'air extraordinaire, à la fois de douceur de vivre, de joie, et en même temps aussi culturellement très riche. Vous avez visité des choses superbes là, avec les costumes de carnaval et tout ça, la fête au stade, enfin vraiment des ambiances de fou. En fait, je crois que Rio mesure... tu sais, tu parlais des moments forts du voyage. Et bien Rio, ça a été un condensé pendant 1 semaine de tout ce qu'on aurait pu espérer en 7 mois de voyage. On a découvert Rio, c'est des baies. C'est une baie incroyable avec des pains de sucre magnifiques. On a aussi, c'est une histoire, tu l'as très bien dit, avec les favelas. Donc, on a fait des visites dans la favelas, qui est quand même un moment poignant. Le Christ Rédempteur, c'est un rêve, quoi. Tout le monde rêve d'aller voir ce Christ et de monter là-haut et de voir l'immensité de la vie, la beauté des paysages, quoi. Ça a été très fort et très intense. Et puis, c'est une douceur, tu l'as très bien dit. C'est-à-dire que nous, on a logé à Ipanema et Copacabana, donc 2 quartiers, qui sont très connus. Mais en fait, au milieu de notre appart, puisque tu allais d'un côté ou de l'autre de l'appart, tu avais des baies. Et donc, du coup, tu pouvais aller à gauche ou à droite, tu avais la mer. Donc, soit tu tombais sur Copacabana, la plage de Copacabana, ou la plage d'Ipanema. Et pour nos enfants, c'était extraordinaire. Eux qui adorent l'eau, qui adorent la plage, etc. Donc, on y allait tous les jours. Pas dingue. Et puis, on a vécu, je crois, un moment hyper intense et hyper fort au stade. Faire un match de foot au Maracana, c'était une claque inouïe, quoi. Et c'est grâce à nos amis qu'on a pu vivre ça. Quand les enfants aujourd'hui, même Valentin, il se souvient encore des chants. Porter et des gestes, il est encore en train de faire les mouvements de bras, de chanter la chanson.
Et c'est rien à voir avec le foot qu'on connaît en France. C'est-à-dire, moi, je suis pas du tout foot à la base, Fabien beaucoup plus. Mais là, en fait, c'est un moment de fête. C'est pas un match de foot, quoi. Ouais. C'est un moment de fête dans les tribunes. Les gens, ils viennent avec leurs enfants qui avaient des bébés tout petits qui devaient avoir 8 mois, des enfants d'1 an, 2 ans. Et tout le monde fait la fête. Tout le monde danse la samba, tout le monde danse, tout le monde chante. Ils sont hyper bienveillants, c'est-à-dire que quand il y a un but, l'autre équipe, elle n'est pas en train de siffler, qu'il n'y a pas du tout d'animosité dans le stade, alors que c'est un stade immense et tu pourrais être happé par la foule, mais pas du tout, quoi. Ça a été extraordinaire, quoi. Ça a été un truc de dingue. Ouais, ça avait vraiment l'air. Tu dis, oui, c'est grâce à vos amis. Donc, vous avez rencontré des voyageurs à Rio. Comment Alors, effectivement, on dit des amis, on pourrait croire que c'est des amis qui nous ont retrouvés à Rio, mais pas du tout, on ne se connaissait pas avant. On ne se connaissait pas. Et en plus, le truc, c'est qu'on n'échangeait même pas sur les réseaux. Ils m'ont contacté sur les réseaux parce qu'eux, ils étaient en grand voyage, mais moi, je ne les connaissais pas parce qu'ils avaient un Instagram vide de voyageurs. Eux, ils ont créé un espèce, je ne sais plus le nom, mais un espèce de petit blog privé pour la famille. Ouais. Donc, je n'avais même pas connaissance qu'ils étaient en voyage. Donc, ils m'ont contacté en me disant, on est à Rio, on finit nos 14 mois de voyage cette semaine à Rio. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Et en fait, j'ai même pas eu je leur ai dit, oui, avec plaisir. Nous, aujourd'hui, on fait ça, mais demain, on est dispo. Et en fait, on s'est rencontrés pendant notre visite. Mais moi, je ne savais même pas semblait ni rien du tout, puisqu'il n'y avait pas de photos, il n'y avait rien. Et en fait, on est dans un quartier qui s'appelle Santa Teresa. Il commence un peu à flotter, on essaie de se mettre à l'abri. Et là, une famille avec 4 enfants comme la nôtre, française, me disent salut, on est les Globetrotters. J'ai dit oui, c'est bon. Et de là, on ne s'est plus quitté. On a passé, c'était notre 2e jour, nous, et on a passé donc 7 jours ensemble tout le temps. Génial. C'est génial, ouais. Ouais. Et pour le coup, une famille de voyageurs avec 4 enfants, c'est pas commun. Se retrouver un peu par hasard à Rio, c'est pas commun. C'est génial cette histoire. Génial. C'est ça. C'était écrit ou voilà, c'était en tout cas ils ont été mis sur notre chemin et on est tellement heureux qu'ils soient rentrés dans notre vie. Ouais. Et donc après, et la fin du voyage, après cette semaine folle à Rio, il restait à peu près 3 semaines. Ouais, alors ça n'a pas été évident parce que du coup, déjà, 1, on quittait Rio, 2, on les quittait et on partait sur nos 3 dernières semaines. Et en fait, on devait partir plutôt dans le nord-est. Et encore une fois, donc avec la crise, on va dire, mondiale, les billets d'avion se sont enflammés. Hein. Et donc, du coup, on n'a pas pu partir dans le nord parce que j'en avais pour presque 3 000 € de billets d'avion pour nous. Oh la vache. Pour aller dans les Landsoi. Et nous, on devait ensuite reprendre un avion de Salvador pour rentrer en France. Donc là, on fait le croix sur d'autres copains qu'on devait rejoindre dans le nord du Brésil. Et c'est pas possible. Donc du coup, on va jusqu'à Natal. Natal, c'est quasiment à la moitié de chemin entre Landsoi et Salvador. Donc on arrive à Natal et on descend pour arriver jusqu'à Salvador de Bahia. Et en fait, très vite, on se rend compte que ça ne nous convient pas des masses parce que c'est que des plages, et qu'il n'y a pas d'autres intérêts majeurs de ça. Donc, au départ, ça nous a bien convenu la première semaine parce qu'on était fatigués de nos semaines avec nos copains et puis les enfants ont fait du surf, quoi. Des fois, ça nous a fait du bien en famille pendant 5-6 jours. Et après, je me dis, moi, je peux pas, je vais m'ennuyer à mourir si on fait que ça sur la fin du voyage. Et j'ai pas envie que la fin du voyage reste une station balnéaire pendant 1 mois, 3 semaines. Donc, on change nos plans. On décide de revenir beaucoup plus vite sur Salvador pour nous laisser 1 semaine, dans le Chapadas, qui est, on va dire, 7 heures de Salvador dans les terres. Et là, en fait, c'est une réserve naturelle incroyable avec des cascades, des randos, des mini-canyons. Quand on se retrouve un petit peu comme si c'était dans les grands parcs américains. Ouais. Et là, on est tous réellement amoureux de cette dernière semaine. On vit des moments un peu forts. Hugo, son anniversaire. Moi, je fais une chute dans un lac et je perds mon téléphone, bref. Et arrive le retour. Et le retour, nous en parlerons la prochaine fois.
Voilà donc pour le premier épisode dans lequel Audrey nous a partagé leurs 7 mois d'aventure. Et j'ai envie de dire, quelle aventure! Ils ont vécu des moments foufous, des émotions fortes, ils se sont immergés dans des cultures très riches, dans des pays qui ont tellement à offrir. Merci 1000 fois Audrey de partager avec nous ce magnifique voyage. Lorsque nous avons enregistré, environ 2 semaines après leur retour en France, Audrey n'avait pas encore atterri émotionnellement. Donc, lorsqu'elle a commencé à parler du retour, après s'être remémoré tous ses souvenirs pays par pays, mois après mois, l'émotion était très forte. Nous avons fait une petite pause de quelques minutes avant de reprendre. La suite sera donc pour le prochain épisode. Audrey témoignera du retour, des sentiments mélangés de joie et de nostalgie pour toute la famille, du tourbillon dans lequel ils ont été happés. Et puis nous reviendrons aussi sur quelques sujets un peu plus précis du voyage, les rencontres avec les locaux et avec les autres voyageurs, la logistique des sacs, du linge, la dynamique dans la famille au cours de ces 7 mois, comment est-ce que les enfants ont vécu le voyage, le budget, tout ça. Je vous dis donc à très bientôt et merci à vous d'être toujours présents à l'écoute du podcast de Parents Voyageurs.